Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Premièrement, merci. Merci à vous d'être présents pour ce nouveau webinaire Oversea. Enchanté, je m'appelle Vianney Martin. Je suis responsable du département aérien chez Oversea et je m'occupe du procurement et de la relation avec les compagnies aériennes. Et bonjour tout le monde, moi je m'appelle Héloïse Roux et je suis responsable des achats maritimes chez Oversea. En attendant les derniers participants, j'en profite pour nous présenter rapidement. Oversea est un commissionnaire de transport nouvelle génération qui utilise la technologie, le digital, pour simplifier et optimiser le transport international pour les entreprises. On accompagne aujourd'hui plusieurs centaines de clients à travers une soixantaine de pays et on est implanté en propre sur 3 continents, en Europe, en Amérique et en Asie. Je pense qu'on va pouvoir commencer maintenant. Aujourd'hui, on va faire ensemble le point sur le fret maritime et aérien et vous donner nos perspectives sur le post-Nouvel An chinois. Après ce mois de janvier compliqué pour les chargeurs, surtout en maritime, hein, il nous semblait important de faire le point et de vous donner de la visibilité sur ce qui nous attend dans les semaines à venir. On a gardé pour ça un plan simple. Je vous parlerai dans un premier temps de l'aérien et des scénarios post-peak season. Et dans un second temps, Héloïse vous fera un point sur le maritime et vous donnera ses recommandations opérationnelles. Je vous rappelle également que vous avez un onglet en bas à droite qui s'appelle questions, où vous pouvez poser dessus toutes vos questions. Et n'hésitez pas à le faire dès maintenant. On prend toujours 10-15 minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Je vous propose maintenant donc de parler de l'aérien et d'analyser la peak season que nous venons de vivre. J'aurais tendance à dire que nous avons connu une peak season par principe, car vous avez dû vous en rendre compte, mais les volumes n'ont pas été au rendez-vous et pourtant les taux ont augmenté. Comme nous l'avions dit à notre précédent webinaire sur la mer Rouge, nous nous attendions à une forte peak season pour principalement deux raisons. La première est qu'on avait connu une peak season assez surprise mais forte en novembre, principalement alimentée par de la marchandise e-commerce, et cela laissait augurer une peak season importante pour ce début d'année. Et à cela s'est ajouté, comme vous le savez, les très grosses complications en FCL dû au conflit en mer Rouge. Et nous attendions donc à un report modal assez important du maritime vers l'aérien pour les marchandises urgentes afin d'éviter des ruptures de charge en Europe. Cependant, les volumes n'ont pas été au rendez-vous. On a presque eu un mois inférieur en termes de volume à un mois standard, si on peut encore parler de mois standard en ce moment. Mais paradoxalement, les taux ont tout de même presque doublé ces 3-4 dernières semaines pour principalement deux prétextes. La première raison est que les compagnies aériennes ont été opportunistes. Elles savent que les esprits sont préparés à une hausse des taux en cette période de peak season et donc que l'acceptation de la part des chargeurs est plus facile. Et donc elles se sont permis d'augmenter ces taux, même si cette hausse ne correspondait pas à une réalité du marché de l'offre et de la demande. Un deuxième prétexte qu'on a vu, c'est que à cause des chutes de neige assez importantes sur le nord de l'Europe en ce début du mois de janvier dernier, qui ont entraîné des perturbations et des annulations de vols sur les aéroports du nord de l'Europe, donc Francfort, Amsterdam, Bruxelles. Euh, Là encore, ce prétexte de la réduction, bon, bien que c'était temporaire de la capacité, a été invoqué par les compagnies aériennes en sortie de Chine pour augmenter les taux de fret. Je vous propose maintenant de nous projeter au-delà du Chinese New Year et de regarder ce qui nous attend lorsque la Chine va réouvrir. Euh, bon, bien sûr, sans avoir de boule de cristal, hein, et comme vous l'avez vu, tout peut changer très vite avec le contexte international, mais nous pouvons tirer certains enseignements de cette peak season et élaborer deux scénarios. Le premier scénario, qui est le plus probable selon moi, est une baisse assez rapide des taux pour revenir sur les niveaux de septembre-octobre dernier. En effet, comme la peak season l'a montré, les volumes ne sont pas encore au rendez-vous, alors que l'espace, lui, euh, n'a jamais été aussi important, hein. On bat régulièrement des records de capacité en août, et cela va augmenter avec les Jeux Olympiques qui arrivent en août prochain. Donc, si vous voulez, les fondamentaux du marché sont baissiers. Donc ça, c'est pour le premier scénario. Et le deuxième scénario, lui, va dépendre assez fortement du FCL. Et Héloïse va y revenir de son côté. Mais si la situation redevient assez compliquée après ce Chinese New Year, notamment à cause d'un manque d'équipement, par exemple, alors il est possible qu'on ait à nouveau plus de demandes pour l'aérien et que cela apporte du soutien donc sur les taux et qu'on ait une baisse moins forte et sur plus long terme.
Maintenant, je voudrais vous donner tout de même des conseils assez opérationnels pour le mois qui vient. Moi, je vous conseillerais d'être assez opportuniste pour votre fret aérien et de privilégier le spot pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le marché chinois est quand même un marché qui est principalement spot. Hein. Les compagnies aériennes accordent des primes autospot. Et pour vos marchandises qui sont moins urgentes, également d'attendre 1 ou 2 semaines avant de faire partir, si vous pouvez, votre marchandise, afin de profiter de meilleurs taux. Comme on l'a vu, hein, la tendance est baissière, et cela donc vous devrez vous permettre de profiter au maximum de cette baisse des taux si vous pouvez retarder un petit peu vos envois. Et là, par exemple, on a déjà vu que les compagnies aériennes viennent d'annoncer là en début de semaine qu'elles accordaient des rabais potentiellement d'1 dollar sur les taux de fret pour la période du CNY. Donc tout ça montre que on pourra pouvoir avoir des belles opportunités en sortie de CNY. Je vais maintenant laisser la parole à Héloïse pour elle vous présente la situation en maritime. Merci beaucoup Vianney. Et ouais, donc on va maintenant passer à la situation en maritime. Ce que je vous propose, c'est tout d'abord de faire un retour, un bilan rapide de la situation, pour vous parler ensuite des perspectives post-Nouvel An chinois et vous donner nos recommandations opérationnelles. Rappelez-vous, en fin d'année 2023, on prévoyait une année 2024 vraiment morose et mauvaise pour les compagnies maritimes, sous le signe d'une surcapacité structurelle et d'une demande très basse, d'une croissance en fait très faible en 2024. Et finalement, aux alentours de début mi-décembre 2023, on a assisté à un retournement très rapide du marché qui n'avait pas du tout été anticipé. Et on a en fait 2 facteurs qui vont expliquer ça. Le premier facteur, c'est une forte hausse de la demande à partir de la mi-décembre, ce qui correspond en fait à une peak season tardive mais très forte. Et on a vu vraiment rapidement se déséquilibrer le rapport entre l'offre et la demande. Le deuxième facteur, c'est bien entendu la situation en mer Rouge. Donc, je vous rappelle vraiment brièvement ce qui s'est passé, mais depuis la mi-décembre, des rebelles Houthis basés au Yémen attaquent des navires marchands dans la zone de la mer Rouge. On a donc toutes les compagnies maritimes, y compris d'ailleurs CMA CGM depuis très peu, donc toutes les compagnies maritimes qui annoncent rerouter l'ensemble de leurs navires via le sud de l'Afrique et donc le Cap de Bonne-Espérance, ce qui rajoute entre 10 à 15 jours de transit time. Et certaines compagnies maritimes ont également arrêté de servir certaines zones, donc par exemple l'Arabie Saoudite, Israël, mais également parfois la péninsule indienne chez certaines compagnies. Ces conditions de marché, elles ont donc eu des conséquences que vous connaissez bien sûr sur la capacité, la disponibilité des équipements et les prix du fret. Sur la capacité, il fallait pendant un moment compter 3 à 4 semaines de préavis pour obtenir un booking, puisque les navires étaient pleins quasiment un mois en avance. C'est d'ailleurs toujours un peu le cas. Au niveau de la disponibilité des conteneurs, toutes les compagnies maritimes ont fait face à des pénuries majeures de conteneurs, surtout en Chine. Ces pénuries, elles ont été liées à la hausse de la demande, mais aussi à l'allongement des transit times dû au conflit en mer Rouge. Et bien sûr, au niveau des taux, les taux spot ont tout simplement quadruplé en l'espace de 2 semaines. Les compagnies maritimes ont remis en place des taux premium, donc les taux de Diamond Tier, les taux Sea Priority de chez CMA et MSC. Et même les taux long terme ont été impactés par des PSS. Donc on a vraiment revécu ce qu'on a appelé un mini épisode Covid en réalité. Alors, quelles sont les perspectives pour la suite de l'année et plus précisément pour la période du post-Nouvel An chinois? En fait, la situation, elle est encore aujourd'hui assez incertaine. On observe en ce moment une baisse des taux et un retour à l'équilibre de la capacité. Donc, les compagnies ont mis en place des blank selling massifs pendant le Nouvel An chinois, ce qui est parfaitement normal à cette période de l'année. On constate que l'offre et la demande sont à nouveau équilibrées depuis peu et sur le mois de février. Donc, on a moins de difficultés d'accès à la capacité. Alors, c'est toujours pas fluide, mais on a moins de difficultés d'accès à la capacité qu'en plein milieu du mois de janvier. On a observé également assez récemment une baisse des taux sur la première quinzaine de février, voire jusqu'à fin février. Les compagnies maritimes ont anticipé des baisses de commandes pour les 3 semaines du Nouvel An chinois, et on peut même se dire que certains carrières en tout cas anticipent un retour à la normale post-Nouvel An chinois, et donc elles souhaitent se positionner bas dès aujourd'hui pour être sûres d'être sollicitées post-Nouvel An chinois. Par contre, on a quand même toujours des problèmes d'équipement, donc des problèmes de conteneurs, qui risquent d'ailleurs de devenir un peu structurels à cause de l'allongement des transit times. Ce qu'on voit donc, c'est que le pic, la période vraiment difficile est derrière nous. Et ça, c'est sûr que cette période la plus difficile, elle est passée. Néanmoins, le conflit en mer Rouge n'est toujours pas résolu. Et donc, il y a toujours cette disruption sur le marché. Et c'est pour ça qu'on n'est pas encore sûr de ce qui va se passer après le Nouvel An chinois. Et il y a finalement un peu 2 scénarios qui sont également possibles. Soit le retour à la normale se fait
mais assez progressivement. Par exemple, on peut envisager dans ce scénario-là que l'allongement des transit times viendrait compenser la surcapacité structurelle et que la demande pourrait reprendre à un rythme assez soutenu post-Nouvel An chinois. Et dans ce cas-là, on resterait dans une situation d'équilibre entre l'offre et la demande, avec des taux qui pourraient se stabiliser. Alors, j'ai mis autour des 3000, 3500 USD, c'est vraiment une estimation, mais on va dire des taux qui se stabilisent dans un marché où l'offre et la demande sont équilibrés. Soit le deuxième scénario, c'est les problématiques de surcapacité dont on parlait énormément avant la crise redeviennent, on va dire, une problématique majeure du marché et que la demande continue de chuter. Et dans ce scénario-là, l'histoire nous a montré que la chute des taux, elle pouvait être finalement aussi rapide que la hausse des taux. Et dans ce cas-là, on envisage repartir dans un scénario très similaire à celui de 2023 avec des taux structurellement sous le seuil de rentabilité pour les compagnies et donc un fort opportunisme de leur part avec la mise en place de GRI très régulièrement, donc d'augmentation de tarifs un peu artificielle et très régulièrement pour enrayer la baisse des taux. Aujourd'hui, il est encore très difficile pour nous d'avoir un avis tranché sur quel scénario est le plus probable. Mais dans les deux cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché va se calmer. Reste à savoir à quelle vitesse et jusqu'où, mais c'est sûr que le marché va se calmer. Et on peut tout de même formuler certains conseils, on va dire contractuels et opérationnels, qui sont vrais dans les deux scénarios. Nos recommandations, dans un premier temps, sur le plan, on va dire, tarifaire et contractuel, nous, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est d'opter pour la contractualisation long terme qui va vous protéger des fluctuations du marché. En fait, cette peak season, elle nous a montré qu'il existait des risques sur le marché, des risques de GRI, donc d'augmentation de tarifs, des risques de PSS, des risques qui sont liés à des conflits géopolitiques, des risques qui sont liés aux conditions, on va dire, climatiques et météorologiques. Et ce que ça nous a aussi montré, c'est que tous les importateurs qui avaient envisagé et qui avaient contractualisé sur le long terme avant la crise se sont retrouvés vraiment protégés par rapport aux importateurs qui ont payé plein pot les taux spot pendant cette période. Donc, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est d'envisager la contractualisation long terme. Ça ne veut pas dire de jamais jouer le marché spot. Vous pouvez parfaitement sécuriser une partie de vos volumes sur du long terme et jouer le marché spot pour une autre partie. Mais sécuriser une partie de vos volumes sur du contrat long terme nous semble vraiment être la meilleure solution et la plus sûre en tout cas sur 2024. Aujourd'hui, il est encore un peu tôt pour parler aux compagnies de contractualisation long terme puisque les taux ont certes un peu baissé récemment, mais assez légèrement et en fait les taux spot sont toujours très hauts. Donc ce qu'on vous conseille, c'est d'attendre après le Nouvel An chinois, mais avant la fin mars pour parler de contractualisation long terme. Dernier conseil sur le plan tarifaire, aujourd'hui, il est plus nécessaire d'opter pour des options premium. Donc ce qu'on vous disait il y a encore 2 à 3 semaines, c'était d'opter pour des taux premium, Diamond Tier, Reci Priority. Aujourd'hui, c'est plus une nécessité puisque l'accès à la capacité se détend. Et sur la partie vraiment opérationnelle, on peut s'attendre à des problèmes structurels d'équipement. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, les compagnies qui sont les plus touchées, ça peut être CMA, ça peut être Hyundai, et certaines compagnies sont moins touchées. Alors ça peut vraiment changer en fonction des périodes, mais en ce moment, ce qu'on observe, c'est que MSC a aucun problème à relâcher de l'équipement. Donc, ce conseil est vrai à un instant T, mais pour l'instant, optez pour une compagnie qu'on appelle premium à la MSC. Deuxième conseil sur l'équipement, si la situation venait à durer et à devenir très problématique, vous avez toujours l'option du SOC, donc le Shipper Own Container. Ça, c'est une option qui consiste en louer, donc faire du leasing de conteneurs à l'origine en Chine et de rendre ce conteneur vide en France. C'est une option qui peut être assez onéreuse aux alentours. Je vous donne un ordre d'idée, mais en ce moment, c'est 1000 à 1500 $ pour un conteneur, donc c'est assez cher, mais ça vous permet vraiment de vous affranchir totalement des disponibilités des conteneurs des compagnies maritimes. Et dernier conseil sur le plan opérationnel, le conflit en mer Rouge n'est toujours pas résolu, donc comptez vraiment sur un plus 10 à plus 15 jours sur tous vos imports d'Asie en maritime. Et on sait que pour beaucoup d'importateurs, ça peut être un délai qui est assez difficile à absorber dans votre supply chain. Avant de penser à l'aérien, vous pouvez avant tout penser au ferroviaire. Le ferroviaire, c'est une option qui marche très bien en ce moment. On a des transit times entre, on va dire, 22 et 25 jours qui sont bien respectés. Et donc, pour essayer de refaire vos stocks, si vous pouvez pas vous permettre d'attendre 10 à 15 jours supplémentaires en maritime, pensez au ferroviaire pour vos envois urgents. Voilà pour la partie conseil. En conclusion, vraiment très rapidement, avant de passer à la partie questions-réponses, pour vous résumer ce qu'on a dit, sur l'aérien, on a une peak season par principe, et le post-Nouvel An chinois s'annonce également calme et va, bien sûr, dépendre de la situation en maritime. Et en maritime, le plus dur semble être derrière nous. Reste à savoir à quelle vitesse et jusqu'à où le marché va se normaliser. Et dernier point avant de passer aux questions, pensez à vous abonner au Chargeur. Le Chargeur, c'est notre newsletter hebdomadaire et ça vous permet d'avoir des informations vraiment toutes les semaines sur le fret aérien et sur le fret maritime et de vous tenir au courant le plus fréquemment possible. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci pour vos nombreuses questions. Et Vianney, je vais peut-être te laisser prendre
Des premières questions, je sais pas si t'as eu le temps d'en lire Ouais, pour l'aérien, ouais. merci Héloïse. Effectivement, j'ai une première question de Stéphane qui demande quid de la situation sortie Vietnam, alignement sur la Chine. Alors oui, la tendance est la même en sortie de Vietnam que de Chine, c'est-à-dire avec a priori une baisse des taux à partir de la fin du nouvel an chinois. Par contre, il faut savoir que le Vietnam a quand même une forte augmentation de sa production et de ses exportations et est quand même moins desservi en termes par les compagnies aériennes. Donc les volumes en soute sont quand même beaucoup plus faibles en sortie Vietnam que Chine. Donc les fluctuations sont moins importantes et la baisse devrait être plus lente que celle qu'on pourrait connaître en sortie de Chine. J'enchaîne peut-être sur une question de Maria qui concerne, je pense, le maritime. Mais le contrat ne pose-t-il pas un risque? Ceux qui avaient un contrat, leur contenant bon, en gros, la question de Maria, c'est de savoir, et c'est une très très bonne question, est-ce que le fait d'avoir un contrat à des prix bas ne présente pas un risque quand les taux spots sont très hauts, que les compagnies maritimes privilégient en gros les taux spots? En fait, il faut savoir que la plupart des contrats chez les compagnies maritimes, elles viennent avec un tarif qui est généralement intéressant, mais également avec des allocations, donc c'est-à-dire une garantie d'accès à l'équipement et à l'espace. Donc le fait d'avoir un contrat ne pose pas de risque en soi, et au contraire, c'est même une protection supplémentaire. Par contre, effectivement, dans ces périodes très très tendues, les compagnies maritimes vont respecter, j'ai envie de dire vraiment pile poil l'allocation et vont avoir beaucoup de mal à relâcher des conteneurs en supplément par rapport à une allocation. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on vous conseille, c'est de sécuriser une partie de vos marchandises sur un contrat. Mais si une semaine vous êtes en over-alloc, ne vous attendez pas spécialement à un cadeau de la part des compagnies maritimes et il va falloir basculer sur du spot. Donc ce qu'on vous conseille, c'est vraiment cette flexibilité entre contrat long terme et spot pour le reste de vos marchandises. Une question de Cassandra qui a été beaucoup votée aussi. Notre transitaire nous a dit que les navires avaient augmenté leur vitesse pour compenser le détour via le cap de Bonne-Espérance pour rallonger les délais de 7 à 10 jours au lieu de 15 à 20 jours. Est-ce toujours le cas? Alors oui, c'est possible que certaines compagnies aient augmenté leur vitesse. Il faut savoir qu'en fait, le rerouting via le cap de Bonne-Espérance, il présente un coût pour les compagnies maritimes, puisque une augmentation du coût de la partie BAF, de la partie fuel, puisque les transit times sont vraiment rallongés. Et donc, les compagnies, elles peuvent pas non plus se permettre de dépenser encore plus de fuel en augmentant sensiblement leur vitesse, sachant que maintenant, les compagnies, elles sont aussi beaucoup taxées avec le TS sur les émissions, les émissions carbone. Donc oui, les compagnies maritimes peuvent augmenter la vitesse des navires, mais jusqu'à une certaine mesure. Et effectivement, les délais qu'on donne, nous, sont de 10 à 15 jours. C'est une estimation. Et en fait, une compagnie maritime qui va partir du dernier port touché en Asie, donc ça peut être Port Kelang ou ça peut être Singapour, et qui va tout de suite passer par le cap de Bonne-Espérance avec une vitesse supérieure, elle pourra avoir un retard qui est simplement de 7 jours. Mais en fait, on compte aussi les compagnies maritimes qui se dirigent d'abord vers la mer Rouge et qui finalement décident de passer par le cap de Bonne-Espérance, donc ça fait perdre du temps supplémentaire. Et on compte également une congestion possible dans les ports d'arrivée, donc au port du Havre, au port de Fos-sur-Mer, au port d'Anvers, puisque en fait ce rerouting via Bonne-Espérance, il vient vraiment mettre du chaos dans les supply chains, et donc il peut aussi y avoir une certaine congestion dans les ports européens. Dans les ports européens, on a pu voir jusqu'à 5 ou 6 jours de congestion, par exemple au Havre assez récemment. Et donc ça vient aussi ajouter du temps de transit. C'est pour ça que l'estimation, nous, qu'on donne, elle est entre 10 et 15 jours. Pour certains navires, ça va être entre 7 et 10 jours, et pour d'autres, ça va être entre 15 et 20 jours. Voilà. Une question très votée de la part de Lesline. Bonjour, pour le maritime, à partir de combien de conteneurs un contrat est-il intéressant? Alors, ça dépend de si vous traitez en direct avec les compagnies maritimes ou avec un transitaire. On va dire que dans le cas général, un contrat peut intéresser une compagnie maritime pour un chargeur seul. C'est un cas vraiment très général, mais à partir de, on va dire, 500 TEUs annuels, donc ça fait 250 conteneurs 40 pieds annuels. À partir de ce volume-là, les compagnies maritimes commencent à dire, ah ok, intéressant, ce trafic-là, je veux l'avoir à bord et je souhaite le protéger via un contrat. En revanche, l'intérêt pour vous de travailler directement avec un transitaire, c'est que nous, transitaires, on est capable d'agréger des volumes de nos différents clients, des différents importateurs, pour en faire un espèce de super contrat qui s'appelle généralement enfin vous pouvez entendre ce terme, mais ça s'appelle un NAC basket. Et donc, nous, en agrégeant les volumes de plusieurs de nos clients, on peut se permettre de faire rentrer sur un contrat des clients qui ont un plus petit volume
et qui vont pouvoir bénéficier en fait des volumes des autres clients qui sont chargés chez ce transitaire pour avoir un contrat. Donc là, ça peut intéresser à partir de on va dire 200, 300 TEUs annuels, donc ça correspond à 100, 150 conteneurs 40 pieds annuels. C'est vraiment des ordres d'idées très très larges et ça, vous pouvez directement vous rapprocher de votre commercial pour avoir quelque chose d'un peu plus certain. Mais voilà, si vous avez besoin d'un ordre d'idée, je pense que c'est un bon, c'est voilà un bon ordre de grandeur que je peux vous donner. Il y a quelques questions sur le rail. Je vais peut-être les prendre, Vianney aussi. Alors, une question d'Axel. Le rail, pour le rail, quelle est la route empruntée en ce moment? Avant, le corridor passait par la Russie et maintenant, oui, le rail passe toujours par la Russie. Donc, la route empruntée, pour être assez précise, je crois que c'est Chine, Kazakhstan, Russie, Biélorussie et que ça rentre dans l'Union européenne par la Pologne. Ça, c'est pour les routes principales. Il peut y avoir certaines routes secondaires, mais en tout cas, le rail transite aujourd'hui toujours par la Russie. J'anticipe un peu la question que vous avez peut-être, c'est sur les assurances et la sécurité. Il faut savoir que la plupart des compagnies ferroviaires, enfin, non, toutes les compagnies ferroviaires d'ailleurs, c'est des compagnies chinoises. Et donc, ça présente, enfin, le transit par la Russie ne présente vraiment quasiment aucun risque. Nous, quand on fait du rail chez Oversea, on fait une petite due diligence, on va dire, et analyse de la compliance. Et en fait, il y a certaines commodités qu'on peut pas transporter en rail, mais ça, c'est exactement les mêmes que ce qu'on pouvait pas transporter en rail avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Généralement, il y a des problèmes avec les produits liquides et des problèmes avec les produits dangereux, mais pour la plupart des produits que nos clients transportent, il n'y a aucun problème à les faire transiter en rail et même via la Russie. Et donc, pour enchaîner sur le rail, peut-être une question d'Amel. Pourriez-vous nous exposer les avantages et les inconvénients du train, et notamment sur les contraintes douanières? Alors, ça va vraiment dépendre de la commodité que vous transportez. Mais pour tout ce qui est commodité classique, il y a absolument aucune contrainte douanière. Pour la plupart des chargeurs, des importateurs français, nous, on fait arriver les marchandises à Liège, donc qui est vraiment la gare principale et la gare la plus proche de la France. On peut également les faire arriver à Duisbourg en Allemagne. Dans les deux cas, on a bien sûr des représentants en douane locaux, et les douanes se font assez facilement. Donc, les avantages du train, c'est le transit time, la capacité le transit time qui est donc de 20 jours, la fluidité des opérations, puisque en ce moment on n'a pas vraiment de problème à accéder au train, et j'ai envie de dire les inconvénients, ça pourrait être éventuellement l'accès aux conteneurs quand le rail est vraiment engorgé, mais ce qui n'est pas le cas en ce moment. L'inconvénient, c'est principalement, j'ai envie de vous dire, un inconvénient tarifaire, puisque c'est quand même une solution qui est plus chère que le maritime. Je peux peut-être prendre une dernière question sur le rail de Andy. Donc 20-25 jours malgré le conflit Russie-Ukraine, quel est le routing? Alors le routing, c'est donc Chine, Kazakhstan, Russie, Biélorussie, Pologne pour la plupart des imports. Donc déjà le rail ne transite pas du tout par l'Ukraine, et le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'a aucun impact sur le transit time. Donc oui, on est assez confiant sur un transit time de 20 à 25 jours. Je prends une question de Maïkad sur la situation en aérien en sortie d'Inde. Effectivement, on va commencer à rentrer dans une peak season pour le coup en sortie d'Inde, notamment toutes les entreprises du textile qui commencent à expédier leurs marchandises en sortie d'Inde. Donc la situation commence à se tendre avec des taux qui évoluent à la hausse chaque semaine, et un accès à la capacité qui du coup lui aussi devient plus compliqué. Donc un conseil, c'est pareil pour le coup là. Ne perdez pas trop de temps pour vos exports en sortie d'Inde, et essayez de les faire partir le plus tôt possible. Je crois. Allez, une autre question sur le rail. Je vois que le sujet vous intéresse énormément, et je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'en ce moment c'est vraiment une assez bonne alternative au maritime. Donc une question de Stéphane: pour le rail, est-il exact qu'il faut privilégier les achats FCA usines plutôt que FCA terminaux ferroviaires? Tout à fait. Alors pour vulgariser un petit peu cette question, en fait les terminaux ferroviaires en Chine, généralement c'est des terminaux qui sont à l'intérieur des terres et assez loin des côtes. Donc ça peut être les villes de Xi'an, par exemple, qui a un gros terminal ferroviaire, les villes de Wuhan,
ce genre de ville. La plupart des usines, vous le savez, sont situées à proximité des côtes. Et donc, ce que les compagnies chinoises préfèrent, c'est aller chercher la marchandise directement à l'usine et s'occuper de ce qu'on appelle la partie préacheminement. Donc du préacheminement jusqu'à la gare intérieure. Alors, il faut savoir qu'il est possible d'utiliser un FCA terminal ferroviaire, c'est-à-dire que votre shipper se charge lui-même d'acheminer les marchandises jusqu'au terminal ferroviaire. Mais généralement, c'est beaucoup plus cher et c'est pas aussi fluide au niveau des opérations, puisque si la compagnie ferroviaire se charge d'acheminer la marchandise elle-même, c'est très coordonné entre la partie préacheminement et la partie train. Donc on privilégie vraiment dans 99% du temps ce qu'on appelle le FCA usine, donc le pick-up de vos marchandises directement à l'usine. Je peux prendre la question sur le CR de Gilles. Bonjour, le transport multimodal CR est une alternative au rail? Effectivement, c'est une autre alternative, le CR. Donc le CR, qu'est-ce que c'est? C'est une marchandise qui va d'abord partir en bateau depuis la Chine jusqu'à ensuite un port de transit. Donc principalement sur l'Europe, ça va transiter via Dubaï, et la marchandise va ensuite être chargée par avion jusqu'à l'aéroport destination en Europe. Aujourd'hui, le CR est un service qui fonctionne bien. Nous, on le propose et on le fait pour certains de nos clients en sortie de Chine à destination de Paris. C'est une bonne alternative effectivement aussi au rail. On est sur un transit time à peu près équivalent d'une vingtaine de jours, avec des coûts. Là, pour le coup, ça va dépendre également de votre type de marchandises à transporter. Et ainsi, il va aussi avoir un aspect empreinte écologique qui va être plus importante si vous êtes sur du CR que sur du rail, parce qu'il y a toute la partie aérien qui va dégrader votre empreinte écologique par rapport au rail. Alors une question de Guillaume concernant le rerouting des navires via le cap de Bonne-Espérance. Pouvez-vous confirmer qu'aucun porte-conteneur ne passe par le canal de Suez à l'heure actuelle? Un de mes transitaires lundi m'informe que CMA-CGM s'autorisait à passer. Alors c'est partiellement vrai. En fait, CMA-CGM, il faut savoir que c'est un peu la dernière compagnie maritime qui envisageait le transit via le canal de Suez. Alors c'est pas tout à fait le canal de Suez, c'est une zone qui se situe un peu plus au sud, donc vraiment par la mer Rouge. CMA-CGM, c'est une compagnie maritime qui jusqu'à assez peu évaluait vraiment au jour le jour la situation dans le canal, l'accompagnement dont elle pouvait disposer par les forces armées présentes dans la zone, et qui, en fonction de ces éléments-là, décidaient de passer ou de ne pas passer. Alors que la plupart des compagnies maritimes disaient, bon, nous, jusqu'à nouvel ordre, on passe par le cap de Bonne-Espérance, et on va même pas s'amuser à essayer de réassesser la situation tous les jours. Des compagnies comme APAG, par exemple, publient un communiqué toutes les semaines en disant, bon, cette semaine encore, on continue à passer par le cap de Bonne-Espérance. MSC, par exemple, il me semble, a annoncé une fois au mois de décembre passer jusqu'à nouvel ordre par le cap de Bonne-Espérance, et n'a pas changé jusque-là. Donc on va dire que les compagnies, elles avaient une fréquence un peu différente de réévaluation de la situation pour savoir si elles pouvaient passer ou non. Il me semble en tout cas que cette semaine, donc c'est assez récent, CMA-CGM a vraiment pris la décision de ne plus passer du tout par le canal de Suez, en tout cas pour les navires en provenance d'Asie. Parfois ça peut être peut-être un peu différent pour d'autres routes, notamment les routes Moyen-Orient, mais en tout cas les navires en provenance d'Asie chez CMA, pour l'instant, passent par le canal de Bonne-Espérance. Je prends une autre question qui est: quid de l'augmentation sur les taux Chine-US? Qu'est-ce qu'il explique et quelles sont les perspectives? En tout cas, je pense que c'était aussi une question qui est liée à la fois sur le maritime et l'aérien. Donc, je vais répondre dans un premier temps sur l'aérien, et Loïc, je pense, vous fera un point sur le maritime. Pour l'aérien, on n'a pas non plus connu une forte augmentation aussi importante Chine-US qu'on a pu connaître sur Chine-Europe. Et les perspectives sont les mêmes qu'on vous a présenté sur l'Europe, c'est-à-dire normalement les taux, là les premiers retours qu'on a des compagnies aériennes pour les premiers transports à effectuer entre la Chine et les États-Unis sont fortement orientés à la baisse. Donc là pareil, on devrait être sur des taux en fonction de vous êtes côte est, côte ouest, entre 4 et 5 dollars du kilo post Chinese New Year. Et Héloïse, du coup, je pense que si tu peux faire un point sur la partie maritime. Ouais, tout à fait. Alors sur la partie maritime, sur la partie chinoise, donc le Transpacifique, faut savoir que le Transpacifique, c'est un trade qui est extrêmement fluctuant de manière générale. Donc on a souvent en début de mois des GRI,
et des GRI qui finissent par se calmer au milieu de mois, puis des GRI en début de mois. On a vu, alors le pic sur le Transpacifique a été quand même beaucoup moins important que sur l'import-Asie. Néanmoins, on a quand même vu une peak season et donc une augmentation des tarifs. Et ça, l'augmentation des tarifs, elle est vraiment liée à la peak season qu'on a connue sur le trade. Concernant les perspectives, en fait, elles sont un petit peu similaires à celles sur l'import-Asie, c'est-à-dire que tout le monde est un peu en train d'attendre le nouvel an chinois et de voir comment ça va se passer post nouvel an chinois pour déterminer les perspectives. Mais soit on aura une baisse de la demande qui va se faire progressivement et une stabilisation du marché, soit on a une demande qui va vraiment s'écrouler et à ce moment-là, on envisage un système un peu similaire à celui du trade Asie-Europe, c'est-à-dire des taux qui s'écroulent et des mises en place très régulières de GRI pour enrayer cette baisse des taux. Un autre événement qu'il va falloir regarder de très près, c'est les élections aux États-Unis. Qui vont avoir lieu en novembre prochain. Donc c'est une perspective un petit peu plus lointaine. Et en fonction du futur, de la personne qui va être futur président des États-Unis, la politique commerciale entre les États-Unis et la Chine peut changer du tout au tout. Et donc c'est quelque chose qu'il va falloir regarder d'assez près pour évaluer les orientations du fret sur le Transpacifique. On peut peut-être prendre une dernière question. Ouais, je peux prendre une dernière question de Camille sur les conteneurs 20 pieds sur le train à l'export. Alors oui, quelque chose de très intéressant. Je vais faire une petite digression par rapport à votre question, Camille, mais le ferroviaire. Aujourd'hui, on parle d'import Asie, mais le ferroviaire, c'est peut-être une très très bonne solution aussi en export depuis l'Europe vers l'Asie. C'est une solution qui marche très bien et pour le coup à un coût bien moindre. Et alors, en ce qui concerne les conteneurs 20 pieds sur le train, je dirais même pas que c'est compliqué, je dirais que c'est tout bonnement impossible. C'est-à-dire que en ferroviaire, on n'a que des conteneurs 40 pieds iCube. Donc voilà. Par contre, le ferroviaire, c'est ouvert en ce qu'on appelle FCL, donc en conteneur complet, mais également en groupage. Donc vous pouvez, si vous avez de la marchandise qui remplirait plus ou moins un 20 pieds, vous pouvez tout à fait demander du groupage à votre transitaire. Et à ce moment-là, vous allez être chargé, collodé, donc chargé avec d'autres marchandises dans un conteneur 40 pieds iCube. Allez, je prends une dernière question sur le ferroviaire qui est assez intéressante de la part d'Anaïs. Est-il possible de passer par le train au départ du Vietnam ou de la Thaïlande? Pendant un moment, c'était tout à fait possible de passer depuis le Vietnam. En fait, il faut savoir que la Chine investit énormément en Asie du Sud-Est et notamment dans les infrastructures ferroviaires. Et donc le Vietnam, je suis quasiment sûre à vérifier que c'est toujours possible. La Thaïlande, si c'est pas possible actuellement, ça sera possible très prochainement. Et donc, si vous avez des besoins précis, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre commissaire de transport ou de votre commercial overseas et on sera en mesure d'étudier des solutions pour vous. Voilà. On a déjà dépassé un petit peu. Je vous propose qu'on arrête ici, sauf si Vianney avait peut-être une dernière question et rien à répondre. J'ai du mal à suivre en fait toutes les questions que vous posez. J'ai pas vu d'autres questions particulières sur l'aérien. Il y avait une autre question sur la sortie d'Inde, mais on y a déjà répondu. Super. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête ici. Merci vraiment à tous pour toutes vos questions et pour votre intérêt, pour votre attention. Je vous dis à très bientôt, certainement pour un prochain webinaire. Merci. Au revoir. Au revoir.